Bonjour à tous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière intervention de la matinée. Donc, si vous commencez à avoir un petit peu faim, patientez encore quelques minutes. La mauvaise, c'est que je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très fun, qui est celui des résidus de produits phytosanitaires dans les vins. Donc, ce sujet, nous l'avons vu déjà évoqué depuis ce matin plusieurs fois. C'est un sujet qui est devenu sociétal, qui est très sensible, qui est au cœur des préoccupations d'une bonne partie de la population, que ce soit les producteurs, metteurs en marché et consommateurs. Et c'est un sujet qui fait débat et qui fait polémique. Et le vin n'est pas est concerné par cette polémique, bien sûr, comme on peut le voir. Sur cette diapositive qui résume un petit peu ce que cette pression médiatique depuis quelques années, avec tous ces articles et émissions qui sont souvent à charge, avec différents titres très accrocheurs, qui entraînent cette inquiétude dont on parle depuis ce matin aussi plusieurs fois, cette inquiétude des consommateurs, car c'est en effet très anxiogène, c'est tout à fait compréhensible. Et on peut même se demander si l'inquiétude ressentie des consommateurs vient du fait qu'ils ne savent pas forcément peut-être que ces résidus sont réglementés, qu'ils sont même autorisés dans les aliments, puisqu'il existe des limites maximales de résidus, ce que l'on appelle dans le jargon LMR, et qui autorise certains résidus à partir du moment où on ne dépasse pas ces LMR. Toutefois, il est tout à fait légitime, on l'a vu notamment plusieurs fois, tout à fait légitime pour le consommateur d'être en attente de vin sans résidus. On voit d'ailleurs apparaître de plus en plus, et notamment sur le marché du vin, ça arrive aussi, des labels qui exigent ce zéro résidu quantifié dans les vins. Alors, le constat, c'est que le producteur, de son côté, pour répondre à la pression du marché, mais également pour répondre à ses demandes de réduction, voire absence de résidus dans les vins, eh bien, il ne fait pas rien. Il fait déjà depuis de nombreuses années un travail. Il fait évoluer ses pratiques. Et tout ça vers une meilleure gestion de l'utilisation des produits phytosanitaires. Par contre, il est clair, et on l'a vu très bien avec la présentation qui a été faite tout à l'heure par Stéphane, qu'il y a un décalage complet entre ce ressenti du consommateur, cette perception qu'il a de ces résidus, et donc un petit peu ce qui se fait et la réalité. D'ailleurs, ces résidus, ils ne sont pas que réglementés, ils sont aussi très surveillés, très encadrés, très vérifiés. Et il y a des plans de surveillance réguliers qui sont réalisés depuis déjà de nombreuses années, à la fois au niveau européen et national. Au niveau européen, je vous ai mis ici par exemple quelques exemples, notamment l'exemple du rapport qui a été publié en 2018 par l'EFSA sur le plan de surveillance des résidus dans les aliments. Et dans le cadre de ce plan de surveillance, il y avait 1317 vins qui étaient analysés. Et les résultats ont montré, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, qu'il y a plus de la moitié des vins, donc 58%, qui ne contenaient pas de résidus quantifiables. Sur les 42% contenant des résidus quantifiables, il y en avait, on peut dire, sur la diapositive, on peut voir 22% qui contenaient ce qu'on appelle un résidu, c'est-à-dire une molécule, et 20% qui contenaient ce qu'on appelle des résidus multiples. Et par résidus multiples, ça signifie que le vin contient plusieurs molécules différentes. Si on fait un petit focus sur ces résidus multiples, eh bien on voit que ça va de 2 résidus différents jusqu'à plus de 6, mais qu'au fur et à mesure qu'on va vers le nombre de molécules plus important, les échantillons diminuent. Pour information, les molécules qui étaient les plus fréquemment retrouvées dans le cadre de ce plan de surveillance étaient essentiellement des fongicides, notamment là on voit métalaxyl, diméthomorphe et folpel. Mais ce sont les trois premières. Au niveau national, on a aussi des données sur les résidus dans les vins. Il y a beaucoup d'études qui sont réalisées, beaucoup de plans de surveillance également. Là, je vous ai mis l'exemple d'un plan de surveillance qui est réalisé sur des vins prélevés en linéaire dans le sud de la France, environ 200 vins.
Et je vous ai mis les molécules les plus fréquemment retrouvées dans le cadre de ce plan de surveillance. Donc on voit que sur les, on va dire, le top 10, top 15 des molécules les plus souvent retrouvées, ce sont essentiellement, là aussi, des antifongiques. Alors, les insecticides et herbicides ne sont pas dans le top, on en retrouve quelquefois, mais ils sont bien loin derrière. Sur ce plan de surveillance, il y avait 30% des vins qui ne contenaient aucun résidu quantifiable. Ce qu'on peut voir sur la diapositive, c'est que les teneurs moyennes retrouvées dans les vins sont très très faibles. Et si on regarde par rapport à la fraction de la LMR, on est, à l'exception de l'acide phosphoreux, toujours inférieur au pourcentage de la LMR. Et enfin, donc, si on compare avec la réglementation qu'est cette limite maximale de résidus, on est 100%, dans 100% des cas conforme à la réglementation. Alors, je fais un petit focus sur deux molécules qui sont retrouvées régulièrement dans les plans de surveillance et qui sont retrouvées quelles que soient les études, qu'elles soient nationales, régionales. Ce sont des molécules qui arrivent souvent en tête dans les molécules les plus retrouvées. Et ce sont deux molécules qui font un petit peu débat. Donc, c'est l'acide phosphoreux ou phosphonique et le phtalimide. Donc, pourquoi elles font débat? Alors, l'acide phosphonique, tout d'abord, il se trouve que ce n'est pas une molécule à proprement dite phytosanitaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas appliquée directement sur la vigne, mais c'est un métabolite principal de fongicides très utilisés en vigne, que sont toute la famille des phosphonates. Et donc, la réglementation prend en compte ce métabolite, l'acide phosphonique, et il est inclus dans ce qu'on appelle la définition du résidu, donc il porte sur la LMR. Et donc, ça signifie que d'un point de vue réglementaire, l'acide phosphonique est considéré comme une sorte de marqueur de la dégradation et donc de l'utilisation de ces phosphonates. Or, il est souvent constaté dans les plans de surveillance, dans les études et dans tous les essais qui sont faits régulièrement que des teneurs de cet acide phosphonique sont retrouvées dans des vins alors qu'il n'y a pas eu application de ces phosphonates sur le raisin dont ils sont issus, y compris dans des vins bio. Je vous ai mis ici une petite figure qui vous montre que si on regarde la distribution de l'acide phosphonique dans certains vins bio analysés en 2017, eh bien on a une présence d'acide phosphonique assez régulière retrouvée, avec des teneurs qui peuvent aller à quelquefois des teneurs un peu élevées, mais on va dire dans 94% des cas sont inférieurs à 3 mg litre. Alors cela est gênant parce que, considérant que c'est un marqueur de la dégradation de produits phytosanitaires, ça peut faire l'objet de blocage de l'eau, notamment pour les vins bio, et éventuellement peut-être aller jusqu'à des déclassements. L'autre cas qui peut être polémique et débattu, c'est le cas du phtalimide. C'est un petit peu la même chose que pour l'acide phosphonique. Ce n'est pas un produit appliqué sur vigne, c'est un métabolite du folpel, qui est un produit fongique appliqué sur vigne. Et donc là aussi, même cas de figure, la réglementation porte sur la somme de la molécule appliquée et de son métabolite, ce qui veut dire que réglementairement, le phtalimide est considéré comme un marqueur de l'utilisation du folpel. Or là aussi, on se retrouve dans un grand nombre de cas avec des détections de phtalimide alors qu'il n'y a pas eu application de folpel, ce qui veut dire que si l'utilisation de folpel est vraiment souvent entraîne la présence de résidus de phtalimide dans les vins, l'inverse n'est pas du tout vérifié. Et donc on a également régulièrement du phtalimide retrouvé dans des vins, y compris bio. Donc là aussi, je vous ai fait une petite figure. Et ça va. Et donc, qui n'est pas expliqué par l'utilisation d'un produit phytosanitaire. Donc pourquoi je vous ai fait ce petit focus sur ces deux molécules? C'est pour vraiment insister sur le fait que l'analyse de résidus n'est pas un simple résultat. Il faut quand même avoir une petite expertise technique et un petit, je dirais, œil critique pour interpréter tout ça et pouvoir conclure sur une présence ou pas de résidus qui est significative. Alors je vous ai mis là sur cette diapositive l'évolution, parce qu'on a, comme je vous disais, ces contrôles sont réalisés depuis déjà de nombreuses années. Et pour certaines molécules, on a des analyses qui datent depuis plus de 20 ans. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples où on voit l'évolution des concentrations
entre 2000 et 2018. Donc on voit bien sur cette diapositive que les teneurs dans les vins sont en très forte diminution par rapport aux dernières décennies et que de plus en plus les concentrations mesurées sont de plus en plus faibles. Et ceci ne va certainement pas s'arrêter puisque nous avons depuis les années 80-90 constaté de très fortes évolutions au niveau des techniques, des matériels, des méthodes analytiques. Et donc là, sur cette diapositive, on peut voir la tendance à la baisse des limites de quantification des laboratoires et en parallèle, la tendance à la hausse du nombre de molécules retrouvées dans les vins, ce qui signifie tout simplement qu'on arrive mieux à analyser, mieux à doser qu'il y a 20 ans et qu'on trouve des choses qu'on ne retrouvait pas il y a 20 ans, et on peut forcément se poser la question et se dire qu'il n'y a pas de raison que dans 10 ans, on ne retrouve pas des choses qu'on n'arrive pas à analyser aujourd'hui, si cette évolution continue au niveau de la performance des méthodes. Donc tout ça fait qu'on peut se poser des questions sur cette analyse. Vous avez ce matin, on a eu quelques témoignages de gens qui font des analyses de résidus dans la salle, je pense que vous êtes nombreux. Cette analyse, elle a des limites, notamment dans les vins, c'est souvent une analyse de traces, c'est-à-dire proche des limites de quantification. Ce qu'on trouve, c'est quand même très faible, on l'a vu, inférieur le plus souvent au pourcentage de la LMR. On a vu que le consommateur est en demande d'un sans résidu, donc ce qu'on appelle un zéro résidu. Que signifie ce zéro résidu ? Je vous ai ici symbolisé, on va dire, l'analyse de résidus avec cet entonnoir qui montre que, en analyse, le zéro n'existe pas. On ne sait pas faire zéro. On a toujours donc possibilité de descendre de plus en plus bas. La limite, le zéro résidu, est-ce que c'est la limite de quantification ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit en dessous de la limite de quantification pour afficher un zéro ? Mais là aussi, cette limite de quantification, quelle est-elle ? Est-ce que c'est une limite par défaut admise par l'ensemble des laboratoires où chaque laboratoire applique sa limite de quantification? Est-ce que c'est la non-détection? Mais là aussi, c'est très relatif. Qu'est-ce qu'un résidu non détecté? On a vu, ça va forcément dépendre du matériel. Plus on aura un matériel performant, plus cette non-détection sera basse. Et donc, forcément, on en vient à dire qu'utiliser ce terme de zéro résidu, comme on voit apparaître, on en a parlé ce matin, ça n'a pas de sens, car le zéro analytique n'existe pas. Alors toutefois, pour répondre à ces demandes qui sont légitimes, on l'a vu, et qui sont, disons, obligatoires pour accéder à certains marchés, il y a, alors là je vous ai mis juste pour information, un travail qui est en cours pour essayer de travailler sur ce qu'on appelle une nouvelle notion, qui est la notion de minimi-résidu vin. Cette notion, en fait, on peut la définir par cette définition que je vous ai mis là, c'est-à-dire que ce serait une valeur analytique qui serait reconnue consensuellement pour dire qu'en dessous de cette valeur, le résidu est considéré comme absent. Alors on a l'exemple en œnologie avec le soufre, on l'a vu avec Emmanuel, des vins qui sont étiquetés sans soufre et qui pourtant contiennent une certaine valeur de sulfite, mais qui est tolérée. Donc là, en fait, le minimi consisterait à fixer des limites en dessous desquelles on considère que le résidu est absent du vin, et ça permettrait surtout de répondre à cette forme de zéro. Je dis bien forme, puisqu'on a bien vu le zéro n'existe pas, et répondre à ces marchés qui sont de plus en plus présents. Pour terminer, j'ai encore 2-3 diapos, mais pour terminer et pour répondre donc au thème de la journée qui était la réduction et la demande sociétale de réduction, je vais vous présenter quelques essais qu'on a menés depuis quelques années sur cette thématique de réduction des résidus. On a travaillé sur plusieurs leviers depuis assez longtemps, des leviers à la fois viticoles et œnologiques. Et là, je vais vous présenter le levier, je dirais, le plus efficace et le plus, qui a donné le plus de résultats sur cette réduction des résidus et qui était basé sur, en fait, le choix et le positionnement des molécules par rapport au stade de la floraison. En fait, on avait émis l'hypothèse au départ, quand on a commencé à mettre en place ces essais,
que logiquement, on pensait que tout ce qui était appliqué après fleur devait laisser moins de résidus que ce qui était appliqué avant fleur. Non, l'inverse. Je pense que vous avez compris. Donc le principe était celui-là, et donc on s'est basé, on avait quand même pas mal d'informations sur tous les essais qu'on avait menés auparavant ou par rapport au plan de surveillance. Et donc on a utilisé les connaissances qu'on avait sur le comportement des molécules pendant la vinification, c'est-à-dire celles qui étaient connues pour être ce qu'on appelle traçantes, c'est-à-dire avoir une traçabilité importante entre le raisin et le vin, et inversement celles qui sont connues pour peu transférer. Et donc le principe c'était de dire on applique celles qui transfèrent peu du raisin au vin après floraison, et celles qui ont plutôt un facteur de transfert élevé, on les appliquait un peu plus tôt, soit avant floraison, soit jusqu'à floraison. Et donc ces résultats ont été menés dans plusieurs régions, sur plusieurs années, avec plusieurs molécules. Et les résultats sont très intéressants car ils permettent en effet de réduire les résidus dans les vins, à la fois en nombre de molécules et à la fois en concentration mesurée. Donc c'est plutôt positif. Par contre, c'est pas avec cette façon de procéder qu'on peut garantir l'absence de résidus quantifiés, puisque c'est quand même toujours très dépendant des molécules. Il y a certaines molécules, l'acide phosphonique en fait partie, qui, même si on applique tôt avant floraison, vont quand même laisser des traces dans les vins. Donc on ne peut pas garantir l'absence de résidus avec ce levier, même si on réduit fortement en appliquant la méthode que je viens de vous décrire. Donc c'est quand même un levier intéressant. Le deuxième levier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un levier plutôt curatif, donc, où on a utilisé en cave des fibres végétales sélectives. Alors ces fibres végétales, c'est un adsorbant, ce sont des fibres végétales activées, micronisées, qui sont utilisées lors d'une filtration en complément de kieselguhr. Et donc le but de l'utilisation de ces fibres, c'était de voir l'influence de cette utilisation sur la réduction des résidus, à la fois, encore une fois, en concentration et en nombre de molécules retrouvées. Et donc on voit là sur ce graphique que l'objectif était rempli, puisqu'on passe avant filtration de 7 molécules présentes dans le vin qui n'a pas été filtré à 2 molécules après filtration avec des fibres. Et les concentrations sont aussi diminuées, puisqu'on passe de 283 en somme de résidus à 55. Avec le simple, au milieu, vous avez la simple filtration kieselguhr, qui montre qu'il n'y a aucune influence sur la réduction des résidus. Alors pour terminer sur ces fibres, juste dire que depuis 2017, elles ont été adoptées à l'OIV comme nouvelle pratique œnologique en tant qu'auxiliaire technologique de filtration. Et elles sont autorisées depuis décembre 2019 au niveau de l'Europe. Et elles sont commercialisées, pour information, sous la marque Flopur par Lafor. Pour conclure, pour conclure, eh bien, les résidus dans les vins, il faut savoir, et il faut, je pense, communiquer là-dessus, qu'il y a des plans de surveillance réguliers, des contrôles réguliers à la fois européens et nationaux. Toutes ces études et tous ces plans montrent la même chose, montrent tous la même tendance, c'est-à-dire qu'il y a en effet des résidus dans les vins, mais que les teneurs sont très très faibles, et surtout on a une évolution qui montre qu'on va sur des concentrations à la baisse. Les teneurs sont tellement faibles que si on compare à la LMR, on est toujours inférieur à 1% de la LMR. Et bien sûr, tous les vins sont conformes à la réglementation. Donc cet état de fait, il faut s'en servir pour relativiser cette inquiétude du consommateur dont on a parlé plusieurs fois et dire attention, elle est légitime, mais il faut la relativiser par rapport à la santé. La demande sociétale de réduction, on l'a vu, elle est tout à fait présente, elle existe et elle est de plus en plus, elle arrive beaucoup maintenant sur le marché du vin, même si elle était déjà présente sur le marché des fruits et légumes.
Et cette demande de réduction, eh bien, pour essayer d'y répondre, il y a l'analyse de résidus. En effet, comment prouver qu'on n'a pas de résidus? Il faut faire une analyse. On a vu que cette analyse ne peut pas permettre le zéro. Donc on est un petit peu dans un impasse, puisque on ne peut pas répondre à cette demande de zéro avec l'absence d'harmonisation de ces limites de quantification ou de détection. Donc on pourra peut-être y répondre si nous arrivons à nous mettre d'accord sur cette notion de minimi, qui pourrait être, de la même façon que pour le SO2, par exemple, des valeurs qui seraient consensuellement acceptées pour dire qu'en dessous, on est sur une absence. Et enfin, je terminerai par dire que cette gestion des résidus dans les vins, elle ne fait que commencer. Il faut que tout le monde s'en occupe et elle est devenue incontournable. Donc il y a des leviers sur lesquels on peut travailler. On peut encore réduire ces résidus. Par contre, voilà, il faut être bien conscient que ce n'est pas un problème du tout de santé, c'est un problème sociétal. Merci à tous. Merci Magali.